Donc, bienvenue à tous. Merci de votre participation et de votre présence matinale. Donc, nous allons voir un webinaire sur la compréhension des effets de la crise et voir comment on peut arriver à identifier les leviers ou comportements qui sont porteurs de la reprise en ce contexte si particulier. Alors, juste pour commencer, en une slide, pour vous présenter qui nous sommes, notamment pour ceux qui ne nous connaissent pas. Socio Data Management fait partie d'un groupe qui s'appelle Oriance, qui regroupe 6 sociétés, une spécialisée dans la cybersécurité, dans la gestion électronique de documents, dans l'ingénierie informatique, dans le e-learning et diverses, on va dire, activités qui sont liées tous, qui ont pour lien commun la data. Les 2 cœurs de métier historiques de Socio Data Management, c'est le traitement et l'analyse de données multisources et le développement et la fourniture de solutions applicatives et de restitution des données. On mixe 3 expertises au sein de Socio Data Management, marketing d'un côté, statistique et data, R&D et IT. Globalement, le type de prestations et de services qu'on fournit à nos clients, ce sont bien évidemment des traitements statistiques, de la modélisation, des segmentations, de la data visualisation et des outils de simulation, du data mining, des tableaux de bord et reporting, des plans d'action et même des formations débutants ou confirmées pour ceux qui le souhaitent. Alors, le contexte de cette présentation, c'est que on vit tous une période particulière. Et dans cette situation, la visibilité est cruciale pour les entreprises. La crise sanitaire a bouleversé beaucoup de choses et a fortiori en France après les nombreux bouleversements, les nombreux problèmes, difficultés qu'on a rencontrés, gilets jaunes, les grèves dans les transports en commun. Et donc, il faut pouvoir comprendre en fait ces bouleversements dans les habitudes et les attentes de consommation. Dans les méthodes et les outils de travail, on a tous connu le télétravail et le chômage partiel de l'autre côté avec le développement des plateformes collaboratives. Et d'une manière générale, on a dans notre rapport à l'espace et au temps probablement beaucoup changé. La crise est également synonyme d'accélération de l'histoire et notamment au niveau technologique et data. On a observer des changements dans notre rapport à la donnée et on passe progressivement d'une révolution technologique à une révolution culturelle à ce niveau-là. Tout le monde veut et même doit s'approprier l'information à différents niveaux, bien sûr, et non plus uniquement les experts qui accéderaient uniquement à l'information importante. La performance des indicateurs, notamment, et la qualité de l'expérience utilisateur de l'information, pour tout le monde, clients, collaborateurs, partenaires, fournisseurs, sont devenus clés. Et du coup, compte tenu de l'ensemble de ces paramètres, il faut trouver des solutions pour rebondir efficacement. Alors nous, on propose une approche complète, parce qu'il nous semble que c'est important en fait de revoir complètement ces paradigmes, à partir du moment, bien sûr, où on dispose de données pour le faire, et les données pour le faire, c'est notamment les bases CRM et transactionnelles notamment, si possible enrichies de données d'études. L'important, c'est de comprendre l'avant, le pendant et l'après-crise, et notamment dans crise, il y a la période de confinement, sur des indicateurs qui soient les plus pertinents possibles et grâce à des méthodes d'analyse efficientes, efficaces. Les méthodes qu'on va voir, c'est d'un côté, ça nous semble être la base, la segmentation marché client, les analyses bayésiennes que nous vous présenterons pour identifier et optimiser les leviers et d'autres encore. Finalement, l'important au final, c'est de pouvoir encore plus qu'en temps normal adresser le bon message au bon moment et à la bonne personne, aux bonnes personnes. Les objectifs de notre approche, c'est le premier, le plus important, définir les KPI. Les KPI de marketing et vente les plus adéquates en croisant votre connaissance métier et la performance des analyses et tests statistiques qui peuvent être mis en œuvre. C'est d'identifier et de réviser les segments et les groupes types de clients impactés. Qui a souffert le plus, qui a changé le plus, comment vont s'opérer les changements, est-ce qu'ils sont déjà en cours, est-ce qu'ils vont avoir lieu, etc., etc.
Et puis ensuite, c'est d'identifier et réviser les attentes et les besoins des clients, ainsi que les nouveaux freins et les irritants éventuels dans ce contexte si particulier. Donc le positif et le négatif. Déterminer les hypothèses d'optimisation possibles en tenant compte de vos contraintes, vous en avez, logistique, matériel, budgétaire, et des contraintes marché, et simuler tout ça pour dresser le plan d'action et les cibles à prioriser. Suivre aussi, ça c'est le plus important à moyen et long terme, parce que sinon c'est comme un coup d'épée dans l'eau, suivre les actions dans le temps, grâce à un tableau de bord, un dashboard, partagé à tous les niveaux appropriés pour mesurer leur efficacité et les corrections à apporter. Sous-entendu, pour avoir de la réactivité. Alors, les KPI en question, très rapidement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est pour dire que la crise actuelle nous amène à reconsidérer en fait tous les indicateurs de performance, potentiellement en tout cas, et du coup, ça porte sur tous les niveaux. Vous avez des KPI, bien évidemment, marketing et vente, mais aussi finance et comptabilité, éducation, ressources humaines, production et logistique, santé, et il y en a bien d'autres. Et pour le coup, là, on va se focaliser sur le marketing et les ventes parce que c'est le sujet, le domaine sur lequel on opère traditionnellement et c'est celui sur lequel on va se concentrer parce qu'il nous semble le plus important pour comprendre les leviers les plus porteurs de la reprise. Qu'est-ce qui s'offre à nous quand on veut analyser l'information pour pouvoir à la fois la comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé et se projeter dans l'avenir? Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'analyse descriptive et explicative pour faire un diagnostic. C'est la possibilité de regarder à partir de l'information l'ensemble de l'historique et d'avoir une espèce d'instantané du passé en agrégeant et en explorant les données de façon à décrire, résumer, dresser une photographie des données observées en mettant en exergue ce qui ressort déjà en termes d'analyse descriptive et explicative. Et puis ensuite, on essaye d'aller plus loin, de l'analyse prédictive. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer en fonction de ce qu'on observe, en apprenant à partir de l'information observée, qu'est-ce qu'on est capable de dire ou de plus probable qu'il va se passer. Et donc, ça complète, en fait, ce qui manque dans la pure description ou explication, pour estimer un résultat futur, modéliser, ce qu'on appelle modéliser en statistique, avec un premier niveau de simulation qui va permettre d'essayer d'anticiper sur ce qui va se passer. Et puis, c'est bien beau de savoir ce qui va se passer ou d'imaginer ce qui sera le plus probable dans le futur, mais ensuite, il faut pouvoir agir. Et donc, pouvoir dresser en analyse prescriptive un plan d'action, d'optimisation. Et donc, la prescription vient en complément, en bout de chaîne de la prévision pour guider vers une solution ou des solutions. Il y en a souvent 2, voire 3, voire plus, de telle façon à pouvoir qualifier et quantifier l'effet des décisions. Les grandes étapes du cas d'usage idéal. Alors, on a pris pour partie de travailler sur un cas d'usage idéal, sachant que bien évidemment, après, ça peut se décliner selon les clients, selon les besoins, selon le contexte, l'activité, d'une manière complète ou moindre. Toujours est-il qu'il nous semble important, dans cette situation particulière, de pouvoir avoir un panorama complet en termes d'analyse, de telle façon à éventuellement non seulement reconsidérer, mais réviser, refondre éventuellement les standards, les paramètres standards sur lesquels on a l'habitude de travailler et de fonctionner en temps normal. La première étape, c'est l'état des lieux. C'est-à-dire, il faut d'abord vérifier ce dont on dispose, ce dont vous disposez en termes d'informations. Donc, votre base CRM, votre base transactionnelle, et puis toutes les autres informations internes ou externes dont vous disposez, de telle façon à pouvoir dresser un petit peu l'audit, le bilan de l'information, vérifier qu'elle est propre, qu'elle est complète, ou alors dresser justement des stratégies de correction ou d'amélioration de l'information de telle façon à ce qu'elle puisse derrière être exploitable. La deuxième étape, c'est de construire une base de données d'analyse solide, robuste,
de telle façon, on ne va pas se trouver avec de l'information divisée, démultipliée partout. L'idée, c'est de rassembler après l'audit donc toute l'information exploitable dans une base de données unique, centralisée, de telle façon à pouvoir intégrer toutes les données utiles, apurer et transformer les données si besoin, par exemple codifier tout ce qui est du texte en valeur numérique, de telle façon à pouvoir l'exploiter statistiquement, structurer l'information et dresser un premier comptage, qu'on appelle donc de l'analyse descriptive, qui va permettre de comprendre comment est structurée la base et comment la structurer in fine pour qu'elle soit la plus efficiente en termes d'exploitabilité, la plus efficiente possible. On a donc préparé l'environnement de traitement et donc on peut démarrer du coup la troisième étape qui nous semble prioritaire, c'est ce qu'on appelle la segmentation client ou la segmentation marché. Alors pour ça, on a des outils standards d'un côté et puis il y a des choses qui sont propres à l'activité de chacun. Les outils standards, la plupart du temps, en tout cas ce qu'on préconise, c'est de réaliser des segmentations de type PMG, petit, moyen, gros, on les verra après, RFM, stratégique, des analyses complémentaires qui vont être la lifetime value, tout ce qui va permettre le délai interachat, par exemple, tout ce qui va permettre de comprendre en fait comment s'articulent les usages, les comportements, la consommation en fait de vos clients, à la fois toujours pareil, hein, avant, pendant et après la crise. Et puis de comprendre ça avec des analyses encore complémentaires, et notamment quand c'est judicieux de le faire, des analyses géographiques, et des croisements avec les évolutions dans le temps. C'est le plus important. Pour comprendre ce qui se passe, anticiper et prescrire, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe dans le temps. Puis, l'idée, c'est d'enrichir la segmentation qui va permettre de dresser en fait le profil, les comportements, les usages types à partir de votre base CRM et de vos bases transactionnelles, de compléter ça par une typologie, donc ce qu'on appelle la typologie, c'est un complément qui vient enrichir la segmentation. Et généralement, une typologie, on la fait sur une étude de type UEA, c'est-à-dire usage et attitude, où on va réaliser donc une étude quanti. Si possible, généralement c'est judicieux, en tout cas quand on en connaît peu sur les groupes types de nos clients, avec une phase quali qui permet en fait de décrire qualitativement, d'identifier en fait les variables intéressantes, ce qui est intéressant en fait dans le profil de vos clients, de vos groupes types clients. Et donc, cette étude quanti, après la phase quali, va permettre d'identifier, va nécessiter plutôt d'identifier les variables actives, descriptives, explicatives. À partir de cette étude quanti réalisée et de l'identification des variables importantes, on va pouvoir dresser du coup ce qu'on appelle des mappings, donc des graphiques en fait qui permettent de positionner les groupes type clients qu'on appelle persona, qui vont être des objets facilement manipulables, qui vont résumer en fait vos types de clients. Et on va même aller plus loin, parce que c'est l'intérêt de la typologie après le premier niveau de segmentation, c'est qu'en fait l'idée c'est de pouvoir derrière travailler sur sa base et donc d'affecter, d'étendre l'information qu'on a déterminée en analyse, de l'étendre à l'ensemble de votre base et de la faire vivre dans le temps, de telle façon à pouvoir comprendre comment évoluent ces types, ces segments et ces types clients au fur et à mesure du temps. Pour pouvoir identifier les leviers, ce qui va permettre en fait d'agir, ce sur quoi il faut agir, à la fois quantitativement et qualitativement, notre approche vise à réaliser en complément une analyse bayésienne. À savoir, l'analyse bayésienne, c'est une certaine façon en fait de faire des statistiques qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années et qui permet en fait, quand on a des KPI globaux, alors ça peut être la satisfaction, ça peut être le NPS, mais ça peut être tout un tas d'indicateurs, ça peut être le niveau de vente, ça peut être le trafic sur un site internet, ça peut être ce qui va permettre de mesurer l'efficacité d'une campagne d'emailing, par exemple. L'analyse bayésienne va permettre, sur un KPI global, de dresser toutes les contributions, tous les leviers qui contribuent directement ou indirectement à ce KPI global et de voir ce sur quoi il va falloir agir pour pouvoir optimiser
engager des actions correctives ou d'optimisation, de telle façon à pouvoir améliorer le niveau de ce KPI global. Et puis enfin, si on en reste qu'à du one-shot ou qu'à une photographie à un instant T, ça n'a pas grand intérêt sauf sur le moment, et du coup, on a peu de visibilité dans le temps, et du coup, notre approche vise à mettre en place un tableau de bord de telle façon à pouvoir suivre tout ça dans le temps. Donc, on aura dressé les KPI intéressants, pertinents, efficaces à suivre. On aura dressé les segments et les types clients et on va injecter tout ça dans un tableau de bord qui sera alimenté dans le temps. Vous allez avoir de nouveaux clients, des gens qui vont partir, du churn, de l'attrition, etc. De telle façon à pouvoir suivre globalement, avoir un tableau de bord d'activité et pouvoir agir, réagir en fonction de l'évolution dans le temps. Alors, pour vous montrer un petit peu le type d'analyse, alors là, on est au premier niveau, c'est-à-dire la segmentation client. Une segmentation PMG, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est une segmentation qui va permettre de comprendre, par exemple, sur le CA, le chiffre d'affaires généré par les clients, comment se répartissent vos clients en petits, moyens, gros, très gros, et puis ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire ceux qui ont des comportements complètement atypiques, qui sont hors normes, inclassifiables presque, et donc du coup, on les classe dans les outliers. Et puis, en complément, une segmentation qu'on va appeler RFM, récence, fréquence et montant, qui va permettre du coup de classer en différents groupes de RFM les clients, et tout ça pour aboutir, in fine, à croiser ces segments cibles, parce que c'est le plus intéressant pour avoir une vision stratégique. Donc, c'est ce qu'on appelle une matrice stratégique, une segmentation stratégique, qui permet de croiser les deux, et donc du coup d'identifier différents types de clients en segmentation, de segments clients, pardon. Et du coup, vous allez pouvoir, par exemple, identifier des clients dilemmes, des clients VIP, de nouveaux clients, bien évidemment, etc. Vous avez votre cœur de cible aussi. Bref, des groupes, des segments qui vont vous permettre de dire, bon, bah voilà, ceux-ci, je dois les travailler comme ça, les autres, je dois les travailler plutôt d'une façon différente, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps en plus dans ce webinaire. Néanmoins, une petite information, c'est que à la fin, on va pouvoir passer donc des questions-réponses, et je vous laisserai mes coordonnées. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des compléments d'informations ou rentrer dans le détail de tel type d'analyse ou pas. Toujours pour comprendre comment on peut utiliser par rapport aux effets et à l'impact de la crise la segmentation stratégique et d'une façon générale les outils de segmentation client. L'idée, c'est de comparer l'évolution des segments cibles avant et après le confinement. Et ça continue, c'est-à-dire qu'on est après le confinement et ça va continuer. On va pouvoir avoir des données, de l'information qui va permettre en fait de comprendre ce qui se passe avant et après. Vous avez peut-être déjà effectué une segmentation client par le passé. Vous ne l'avez peut-être pas actualisé, ou alors vous l'avez actualisé mais sans trop savoir comment faire. Et là, pour le coup, cette approche, elle vise à déjà comprendre par rapport aux anciens segments comment se positionne, comment se structure, comment se segmente votre clientèle actuelle, et donc de comparer entre avant et après, qu'est-ce qui a changé. Ce qui est important ensuite, en plus des segments, on va dire, de la segmentation standard, c'est de comprendre l'évolution dans le temps, et notamment ce qu'on appelle la lifetime value, donc la valeur client, le cycle de vie d'un client. Alors, on vous l'a résumé dans un schéma un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais c'est pour vous faire comprendre que l'idée, c'est de regarder précisément, donc avec une analyse temporelle très fine, de regarder précisément comment les segments qui auront été déterminés précédemment, comment ils vivent en fait dans le temps. Et quand je dis temps, c'est aussi bien le temps court que le temps long, pour pouvoir comprendre quel est le cycle de vie des clients, et toujours pareil, avant, pendant et après la crise. L'approche qu'on propose, elle est de telle manière à ce que on puisse ne pas passer à côté de choses, de paramètres très importants, et notamment dans beaucoup d'activités, notamment la grande conso, la grande distrib par exemple, il y a l'analyse des catégories de produits, c'est-à-dire répondre à la question qui consomme quoi, qui est très importante.
L'analyse, comme je vous en parlais tout à l'heure, des délais interachats. Est-ce que la fréquence d'achat, la fréquence de visite aussi, c'est valable pour la visite, est-ce qu'elle a évolué et comment elle a évolué depuis le début de la crise? L'analyse de l'attrition, du churn et de la rétention. Donc l'idée, c'est d'affecter, d'analyser en fait précisément comment se répartit le cycle de l'ensemble des segments clients de telle façon à pouvoir affecter un score d'appétence et de churn qu'on suit dans le temps, de telle façon à pouvoir agir en conséquence, réagir plutôt d'ailleurs. Et puis, quand cela est judicieux, de pouvoir faire des projections cartographiques. C'est notamment le cas pour toutes les entreprises qui travaillent en réseau avec des agences, des points de vente physiques qui viennent de réouvrir. Et pour le coup, c'est important de comprendre comment se structure à la fois au niveau global, mais aussi zone de chalandise par zone de chalandise, comment se structure l'activité avec les clients et de comprendre comment ça a évolué avant et après la crise. Ce qui nous semble important, je reviens plus précisément sur les produits ou les services, ce qui nous semble important, c'est de réviser la matrice stratégique des produits et services. Donc, probablement que certains d'entre vous connaissent cette matrice-là, mais ce qu'on observe en fait depuis la crise, c'est que elle a énormément changé pour beaucoup de clients. Et donc, du coup, il est important de comprendre comment cette matrice a évolué et comment elle se positionne entre notamment les produits dilemmes, vedettes, les poids morts et ce qu'on appelle les vaches à lait, c'est-à-dire ce qui nous tire. Au-delà des produits, comme je vous en parlais tout à l'heure, l'idée, c'est d'identifier et de réviser les groupes types, c'est-à-dire de mettre en évidence par des insights pratiques d'utilisation, c'est-à-dire des choses visuelles et parlantes, sous-entendu parlantes, à tout le monde dans le monde de l'entreprise, chez l'ensemble des collaborateurs, de telle façon à pouvoir s'approprier les évolutions et dans les caractéristiques qui composent donc ce qu'on appelle les personas, les groupes types clients, on les appelle des personas, notamment dans les usages et les attitudes. Donc, on a des projections marketing de type mapping, c'est le graphique de gauche, qui va permettre, sur différents critères, en fait, de projeter les groupes types clients en fonction de leur positionnement sur tel ou tel critère, et ça peut être des critères croisés aussi. Et puis, on va résumer, illustrer, rendre visuel ces groupes types en les synthétisant dans une sorte de fiche signalétique qui va permettre de décrire les principales composantes, les principales caractéristiques, d'identifier les paramètres majoritaires, on va dire, qu'il y a dans ces caractéristiques, de telle façon à pouvoir adresser ensuite en fonction du groupe type des messages qui sont les bons et aux bonnes personnes. Et on en vient à ce qui va permettre d'optimiser, d'identifier d'abord les leviers contributeurs ou pas, et de les optimiser derrière. Donc, l'analyse bayésienne, comme je vous en parlais, c'est une analyse qui permet en fait de dresser, de comprendre comment différents facteurs, alors ça peut être des critères simples, donc par exemple pour la satisfaction globale, ça peut être la qualité de service, ça peut être le délai d'attente dans un point de vente par exemple en caisse, ça peut être la disponibilité en stock, etc., etc. Bref, vous avez tout un tas de critères. Et puis il y a ce qu'on appelle les facteurs, c'est-à-dire le regroupement de différents critères dans des grands thèmes, la qualité de service, les prix, etc. Qui vont permettre de voir, l'analyse bayésienne va permettre de voir comment ces différents facteurs ou ces critères détaillés jouent, contribuent ou pas au KPI global. Là, on a pris l'exemple de la satisfaction globale, mais on peut l'appliquer à n'importe quel KPI d'une façon générale. En fait, la contribution de chacun des facteurs, là sur les graphiques que vous voyez, on va à la satisfaction globale, on va pouvoir la regarder déjà grâce au positionnement des bulles sur l'axe vertical. La satisfaction sur chacun des facteurs et des thèmes, on va pouvoir la regarder grâce au positionnement des bulles sur l'axe horizontal. La détermination des leviers et donc des enjeux en termes d'action, grâce au positionnement des bulles sur la matrice, et les effets de contribution et les nœuds de corrélation entre les facteurs. La taille des bulles et le positionnement des bulles nous permet en fait de l'identifier. Alors là, vous avez un exemple avant, après le confinement, où on a
certaines bulles, en tout cas une bulle qui s'est déplacée et qui nous permet de déterminer que du coup, alors que c'était un point fort qui nécessitait d'être entretenu, mais sans être vraiment travaillé au corps, elle est passée en fait du côté des éléments à travailler en priorité. Et du coup, ça permet d'identifier en fait vraiment les leviers sur lesquels il faut travailler en priorité. Pour pouvoir visualiser autrement que par des graphiques un peu statiques, comme les graphiques précédents, pour pouvoir visualiser de façon dynamique l'identification des leviers contributeurs ou pas, Sociodata Management a développé un simulateur prédictif qui s'adresse à un public non statisticien. Hein, c'est utilisable par tout le monde après une première opération de prise en main, bien sûr. Et l'interface, en fait, permet de simuler en direct l'impact de l'évolution d'un ou plusieurs critères sur un KPI global. Alors ici, c'est le NPS, mais ça peut être tout un tas de critères différents. On peut choisir, grâce à cette interface, de mesurer l'effet à partir d'items détaillés ou regroupés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des critères détaillés ou des facteurs, ou d'un seul ou de plusieurs items corrélés ou non. On obtient ainsi une prédiction du KPI qui tient compte des effets directs et indirects de l'évolution des freins et des leviers les plus impactants. Quand je dis direct et indirect, c'est qu'il y a des items qui agissent directement sur un KPI global, par exemple ici le NPS, et puis d'autres qui n'agissent pas directement, mais qui agissent sur d'autres items, c'est-à-dire les items sont corrélés entre eux, c'est-à-dire si je bouge le niveau d'un item, si j'augmente ma qualité de service, si j'augmente mes promotions, ça peut impacter d'autres critères qui eux-mêmes, du coup, par effet de ricochet, vont pouvoir toucher le KPI global, améliorer le KPI global. Comment ça fonctionne et c'est pour vous montrer visuellement, en fait, comment travailler l'optimisation des leviers. C'est qu'on va pouvoir directement, grâce à un curseur, simuler déjà manuellement. Après, il y a des opérations un peu plus automatiques qui vous permettent de le faire de façon un peu plus groupée, mais déjà manuellement, ça vous permet de simuler manuellement, faire varier le niveau des résultats obtenus pour voir l'impact sur le KPI global. Là, on a, alors c'est écrit en tout petit, les délais de réservation, je crois, de mémoire, qu'on fait évoluer et on voit tout de suite l'effet, c'est-à-dire ça nous permet de gagner quasiment 7 points. Voilà. Évidemment, ça c'est un critère. L'intérêt du simulateur permet de travailler sur plusieurs critères en même temps et notamment de voir les effets de chaque critère sur les autres. En visualisant donc directement les liens statistiques et les effets de contribution d'un critère sur les autres. Et alors l'exemple ci-dessous, c'est un peu particulier, c'est le niveau sonore, mais ça pourrait être le respect des règles sanitaires, par exemple, pour visualiser les effets sur les autres critères avec différents modes. Un mode simulation où on travaille item par item et un mode exploration avec la possibilité de visualiser du coup les liens de corrélation entre les items. L'intérêt du simulateur est dans notre problématique, c'est-à-dire de comprendre les leviers ou les freins liés à la crise, c'est que on va pouvoir donc travailler déjà sur différents critères. C'est ce qui se trouve dans votre sur la grosse ligne épaisse surlignée en bleu sombre, donc tout à gauche. On va pouvoir injecter différents modèles et donc différents KPI. Le KPI numéro 1, le KPI numéro 2, le KPI numéro 3, etc., etc. On va pouvoir surtout regarder ce qui se passe groupe par groupe, segment par segment. Donc, on a la possibilité de travailler sur la base totale, mais aussi région par région quand c'est judicieux. Et puis surtout, nos fameux segments du début, ce qu'on a vu au début, on va pouvoir les injecter dans le simulateur pour pouvoir regarder, analyser précisément comment ça se profile sur chaque segment, parce que les leviers ou les freins de vos clients cœur de cible ne seront peut-être pas les mêmes que ceux des VIP, par exemple. Et puis, encore plus important pour le coup en termes de suivi dans le temps, c'est la possibilité d'injecter aussi, de trier ça par période, de visualiser ça, de simuler ça par période. Donc, premier exemple le plus évident, c'est le avant et après confinement, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire on va engager, suite à l'identification des leviers, des freins, on va engager des actions.
en fonction de ses possibilités, de ses contraintes, de ses priorités. Et ces actions vont avoir un effet plus ou moins rapide dans le temps. Et l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer aussi ces effets dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, en fonction de tout dépend de votre activité et de la manière dont votre activité fonctionne, mais de suivre ça dans le temps, période par période. Je ne m'étends pas sur les autres fonctionnalités, il y en a tout un tas d'autres de ces simulateurs, mais qui permettent grosso modo d'avoir vraiment une visibilité complète sur l'ensemble des paramètres et des éléments sur lesquels vous pourrez agir. L'intérêt, comme je vous le disais aussi dans les différentes étapes, c'est que notre approche propose en tout cas d'intégrer l'ensemble de ces résultats. Donc je répète, il y a un audit au début, on construit une base d'analyse, on fait des segmentations qui permettent de découper notre base client en segments types. Ensuite, on va compléter ces segments par de la typologie qui va permettre d'enrichir, notamment au niveau usage et attitude, d'enrichir les segments définis en premier. Et puis ensuite, on va déterminer les leviers ou les freins sur lesquels il va falloir agir pour tel ou tel segment. Ou, sur votre population globale, parfois, il arrive que une action soit à réaliser sur l'ensemble de la population. Et du coup, l'intérêt ensuite, c'est de pouvoir manipuler ça de façon pratique, de pouvoir le partager, le diffuser et engager tous les collaborateurs concernés en tout cas, de telle façon à pouvoir disposer d'un outil donc de type dashboard qui va permettre de piloter en fait cet ensemble de l'information résumée en segments type levier ou frein à optimiser dans un dashboard. Donc, l'approche idéale, c'est de fournir un portail, alors qu'il soit en fonction, directement intégré dans vos outils. Vous pouvez avoir des outils internes que vous utilisez au quotidien, ou bien développer un portail web sécurisé, avec la possibilité, parce que ce ne sera pas la même chose pour un directeur d'agence et un directeur général, de visualiser les différents indicateurs et l'information avec une possibilité donc de gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux si besoin, en reprenant l'ensemble des KPI et critères qui auront été déterminés et notamment ceux qui seront à prioriser et avec la possibilité de filtrer sur l'ensemble des segments et des personas cibles. Voilà pour, on va dire, l'approche d'une façon générale de ce qu'on propose pour comprendre les effets de la crise et surtout identifier les leviers qui sont porteurs de la reprise. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir facilement. Je pense que si, en bas à droite de mon écran, les questions de chat. Et si vous avez besoin dans le détail, de rentrer dans le détail, de savoir comment on fait avec des cas d'usage particuliers tout récents pour le coup de notre côté, pour pouvoir voir comment on met en œuvre tout ça, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mes coordonnées sous les yeux ou à me passer un coup de fil. Et pour toute question d'ailleurs plus générale, ne portant pas forcément sur ce sujet, je vous invite à me contacter si vous en avez. La partie segmentation et analyse typologique, on la développera d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, dans un webinar un peu plus approfondi sur le sujet, qui aura lieu jeudi. Et d'ailleurs, j'ai vu que pas mal d'entre vous, en fait, se sont inscrits sur le webinar de jeudi. Voilà. Je ne vois pas de questions. Je vois que vous êtes une cinquantaine à être là encore et je ne vois pas de questions. Donc, j'imagine que vous n'en avez pas ou vous en aurez peut-être après avoir digéré l'ensemble de cette information. Du coup, sauf si une question apparaît, je vais vous souhaiter une très bonne journée en vous priant de ne pas hésiter à vous connecter aussi sur le webinaire de jeudi qui sera un petit peu plus approfondi sur l'aspect segmentation, sur les best practices en fait de segmentation et surtout en vous souhaitant de bien vous porter, de faire attention. La crise sanitaire n'est pas complètement terminée et je vous souhaite une excellente journée.